bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ce matin, aussi nombreux pour échanger avec vous sur les parcours de formation que l'on a élaborés chez LUM. L'objectif, c'est de vous présenter ces parcours, mais c'est aussi d'avoir un dialogue. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité d'utiliser le chat à n'importe quel moment pour poser des questions qui vous passent par la tête. Et bien évidemment, à la fin des présentations des différentes formations, vous pourrez échanger avec nous, poser toutes vos questions et avoir les réponses de nos managers, de nos formateurs et de l'équipe, bien évidemment. Alors, tout d'abord, je vais vous... Ah, si ça veut bien fonctionner, ça veut bien fonctionner, donc c'est parfait. Donc, je vous présente les intervenants du jour. Donc, nous aurons Frédéric. Chacun se présentera évidemment, mais juste pour vous dire brièvement, Frédéric Verbruge, qui est donc un manager de la communauté, qui s'occupe aujourd'hui de la communauté. Nous aurons Bruno, qui fait partie de l'équipe de formation. Nous aurons Tojo, qui fait partie de l'équipe de LUM, et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Tojo. Bon anniversaire, Tojo. Et puis, nous aurons les témoignages de Hubert, Eric et Christian, qui ont participé à nos formations et qui font partie de la communauté. Et donc, en ce qui me concerne, donc moi, je suis Aurélie Giraud. Je suis cofondatrice et dirigeante de LUM depuis maintenant 8 ans. Et je suis également partie prenante dans l'équipe de formation, puisque au-delà de diriger LUM et d'avoir été moi-même d'ailleurs manager de transition, je m'occupe également de tout ce qui concerne la formation RSE, qui est un sujet qui est très important pour nous. Alors ça, c'est l'agenda qu'on va vous présenter ce matin. Donc évidemment, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va vous dire un petit peu qui on est, mais je crois qu'il y en a un certain nombre déjà qui nous connaissent pas mal, de faire un petit bilan sur notre expérience du marché de management de transition, ce qui est important parce que c'est issu de cette expérience que tous ces programmes ont été construits. Évidemment, les parcours de formation un petit peu plus en détail présentés par les formateurs eux-mêmes. Et puis, nous aurons la chance d'avoir les témoignages donc de Hubert, Christian et Eric. Alors, Eric et Christian seront en vidéo puisqu'on les a enregistrés avant, puisqu'ils sont actuellement en mission et pas disponibles. Hubert est en mission, mais heureusement, ce matin, il a pu se libérer pour qu'on l'ait en live. Donc, vous pourrez même discuter avec lui et échanger sur son expérience. Alors LUM, donc LUM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une entreprise collaborative, c'est une entreprise de management de transition qui a été créée par des managers de transition pour des managers de transition. LUM est fondée sur 3 piliers principaux. Évidemment, la communauté des managers qui est centrale, qui existe depuis le début et qui est notre socle central de tout ce que l'on fait aujourd'hui. Les missions de management de transition, puisque l'objectif des managers, c'est d'être en mission, et donc on travaille beaucoup sur les missions. Et puis, une particularité chez nous, c'est toute la responsabilité sociétale, donc la RSE, puisque nous sommes une entreprise Bicorp, nous sommes aussi une entreprise engagée. Et donc, nous avons mis la responsabilité sociétale au cœur de nos formations et de nos pratiques, puisqu'on est convaincu que le management de transition doit participer à la transformation du monde. On va en reparler. En ce qui concerne notre expérience du marché, donc depuis 8 ans maintenant, et chacun, même avant, puisque nous avons dans la communauté des managers de transition qui font ce métier depuis bien longtemps, notamment Bruno, Hubert et Frédéric, qui nous a rejoint un petit peu plus tôt, qui est un plus jeune manager de transition, mais qui néanmoins a aussi une grande expérience. Et donc, toute cette expérience cumulée des managers qui nous ont rejoints dans la communauté pendant ces 8 ans, on l'a analysé, on a analysé quelles étaient les difficultés pour les managers de trouver des missions, de gagner ces missions, d'être choisis par les clients. Également les difficultés que les managers pouvaient rencontrer en mission, comment une mission dérape, comment on évite justement les dérapages.
et puis comment les managers aussi étaient aujourd'hui soumis à des transformations du marché, à une législation qui bouge, à des désirs aussi de la part des populations de voir le monde changer, les entreprises participer à ce changement, et donc soumis à une exigence notamment sur la RSE et la nécessité de pouvoir intervenir et de bien connaître ces sujets-là. Donc, c'est à l'issue de toutes ces expériences qu'on a co-construit, parce que c'est vraiment le principe de l'UM, tous ces parcours de formation. Alors, au début, c'était des petites formations, et puis au fur et à mesure, elles se sont enrichies avec l'ensemble des managers de la communauté. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, on a des vrais parcours qui sont construits, que l'on propose aux managers de la communauté, et qui permettent aux managers à la fois de trouver des missions plus facilement, mais aussi d'être plus performants en mission et de pouvoir s'adapter au monde qui change. Et d'ailleurs, sans plus tarder, on va vous présenter ces parcours. Je vais éviter de faire trop de blabla, mais je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. Je vais commencer par vous présenter avant de vous présenter le parcours de formation, ce que je voulais vous dire, qui est très très important, c'est que ces parcours de formation s'adressent à des managers confirmés, mais aussi à des managers débutants, puisque chez l'UM, dans la communauté, on a les deux. On a des managers à la fois très chevronnés, mais on a aussi des managers qui démarrent. Et donc, ces parcours de formation sont vraiment pour ces deux types de managers. Et d'ailleurs, on voulait savoir, parmi les managers que vous êtes aujourd'hui ce matin, quelle était la proportion entre les managers confirmés et les managers débutants. Et on va vous proposer un petit sondage très rapide pour pouvoir justement savoir si vous avez déjà fait beaucoup de missions, si au contraire vous en avez fait très peu, voire pas du tout, puisque ces formations sont vraiment faites pour ces deux types de populations, et vous verrez nos témoignages d'ailleurs sur le sujet. Alors, eh bien, je vois qu'on a une proportion de 5%, de 55% de managers plutôt débutants. Donc, on est à peu près à la moitié de débutants et de confirmés. Donc, c'est à peu près le même genre de proportion qu'on peut avoir chez l'UM aujourd'hui. Donc, ça tombe très bien. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. La première formation que je souhaitais vous présenter, et ensuite je passerai la parole à Bruno, Frédéric et Tojo, c'est la formation sur l'impact. Et comment devenir un manager à impact. Comme vous le savez, le monde bouge, les contraintes auxquelles sont soumises les entreprises sont fortes. Et les managers doivent s'inscrire dans ces contraintes. On ne peut plus aujourd'hui, quand on est en mission, ne pas être au courant de cette évolution, à la fois qui est une évolution du monde pour chacun d'entre nous, mais qui est aussi une évolution de l'écosystème économique et des différentes pressions qu'il peut y avoir sur les entreprises. Et c'est très important que les managers, quand ils sont en mission, puissent à la fois comprendre les enjeux, puissent comprendre les termes, mais puissent aussi mettre en place des actions qui soient des actions responsables, puisque le management de transition doit s'inscrire dans une pérennité. On met pas quelque chose en place juste pour mettre un pansement le temps de faire la mission, et puis après, si ça craque, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on travaille quand on est un manager de transition ou un manager de transition professionnelle. L'objectif, c'est que ce soit dans la durée. Pour que ce soit dans la durée, il faut que les actions soient durables. Donc, on a mis en place un parcours de formation chez l'UM pour accompagner les managers de transition sur cette acculturation et cette connaissance de la RSE. On n'est pas né avec, ni moi, ni vous. Ça fait partie des choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Alors, la RSE, ça existe depuis de nombreuses années, mais je dirais que c'est vraiment récent aujourd'hui où les gens commencent à prendre conscience de l'importance de la RSE. Et donc, ce parcours a pour objectif de vous permettre à la fois de vous mettre à niveau sur ce que c'est que la RSE, avec une première formation que l'on fait avec un de nos partenaires qui s'appelle Nicomac, et qui reprend les bases de l'ISO 26000, qui est la norme internationale
sur laquelle est aujourd'hui à peu près fondé tous les outils et toutes les stratégies qui sont proposées aux entreprises. Donc, connaître les bases de l'ISO 26000, c'est important. Cette norme, c'est une norme qui s'adresse aux 360 de l'entreprise. Il y a 7 verticales, tous les sujets sont abordés pour tout type d'entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, c'est quelque chose qui est important. Évidemment, de bien connaître ce qu'est la notion de développement durable. Alors, on a tous entendu parler des ODD, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et intégrer les enjeux d'une démarche RSE pour l'entreprise. Donc, cette première formation, elle permet vraiment de construire ce premier socle de connaissances et de savoir de quoi on parle. Et puis, nous avons une deuxième formation qui, elle, se situe après et qui est une formation assez spécifique à LUM, puisque chez LUM, nous avons développé un outil de diagnostic impact qui permet de mesurer la maturité RSE d'une entreprise, mais aussi de voir quels sont les risques associés à ne pas engager une politique RSE dans son entreprise. Donc, l'idée de cette formation, c'est de savoir comment conduire un diagnostic RSE et des risques associés sur la base de l'ISO 26000, puisque cet outil que nous avons développé est sur la base de l'ISO 26000. Établir un plan de progrès de la maturité RSE pour l'entreprise pour laquelle, évidemment, vous travaillez. Et puis, intégrer ce plan dans les axes stratégiques de l'entreprise. Parce que nous sommes des managers de transition, on n'est pas juste des consultants qui faisons des audits et des diagnostics. L'objectif, c'est quand même de faire derrière. Mais une fois qu'on a fait un diagnostic RSE, aussi complet soit-il, aussi intéressant soit-il pour l'entreprise, pour qu'il se rende bien compte, pour que l'entreprise se rende bien compte de sa situation et du chemin qu'elle a à parcourir, à la fois pour se dérisquer et améliorer sa maturité RSE, il faut pouvoir aussi conduire ces transformations. Et ça, c'est le métier du manager de transition, d'aller au-delà du diagnostic, bien évidemment, et de proposer des plans d'action et de les mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on apprend durant cette formation. Et ça, cette formation, c'est moi qui la dispense. Donc, on a déjà fait un certain nombre. Et c'est une formation pragmatique, de façon à ce que vous ayez un outil utile pour vos missions de management de transition. Donc, ces formations ont lieu le 5 et le 6 juillet de cette année. Ensuite, nous avons un autre parcours, mais là, je ne parle plus. Donc, c'est Bruno qui va prendre la suite. Bruno, DRH de transition, qui va se présenter et qui s'occupe du parcours qu'on a nommé I Want You au sein de la communauté et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Bruno, je te laisse nous expliquer ce que veut dire I Want You. Merci beaucoup Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bruno de Montalivet. Très rapidement, moi j'ai une double expérience de direction opérationnelle et de DRH essentiellement dans le monde du service B2B, B2C. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je fais donc des missions de transition RH ou opérationnelles dans, encore une fois, le secteur du service. On a donc co-construit avec les équipes de l'UM trois formations qui ont une cohérence, une logique, pardon, pour des managers de transition débutants ou déjà confirmés. Les trois formations s'intitulent Construire sa proposition de valeur, son offre de service. Donc on voit bien là que la cible, ce sont des personnes qui sans doute n'ont pas une grande expérience du management de transition et veulent finalement, à partir d'un diagnostic de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire et du marché, d'arriver à construire des outils, du matériel qui va leur permettre de communiquer par écrit et par oral et construire une proposition de valeur, une offre de service de leur activité de management de transition. Alors, vous voyez pardon, que cette formation se déroule sur 4 demi-journées. Ce sont des formations qui sont en ligne, donc ce n'est pas en présentiel.
Bien évidemment, il faut être disponible sur les 4 demi-journées qui sont concernées. Vous avez les dates qui s'inscrivent. La première donc s'intitule Construire sa proposition de valeur, son offre de service. Donc, on commence par déterminer, faire un peu un diag des points forts, des points d'amélioration. On essaie de déterminer en fonction de ce que l'on souhaite faire, ce que l'on sait faire et du marché, de préciser des cibles prioritaires pour le manager de transition. Et puis, il faut bien sûr identifier des preuves que l'on saura faire la mission que demande tel ou tel client. Et donc, les preuves, ce sont ce que j'appelle les pépites, c'est-à-dire les réalisations marquantes que vous avez réalisées et qui vont quelque part rassurer le potentiel client et ou cabinet sur votre aptitude, votre capacité à réaliser cette mission. Bien sûr, après, on travaillera durant cette formation, on travaillera sur un point important qui est assez stratégique, si je puis dire, dans tous les contacts qu'on peut avoir avec des clients directs ou indirects, c'est le pitch de présentation. Et comme tout élément, outil à enjeu, il faut le travailler, il faut le préparer de façon à le rendre le plus impactant possible. Voilà, ça c'est la première formation, donc qui s'articule autour de construire son offre de service, sa proposition de valeur. Ensuite, deuxième offre de formation que l'on vous propose, c'est trouver une mission. Trouver une mission, ça va s'articuler sur deux éléments un petit peu différents cette fois-ci. Ça va être de s'articuler sur, bien sûr, avoir une stratégie de recherche qui est relativement claire, des cibles relativement claires, et on va davantage travailler, et là, je vais laisser quelques instants la parole à Tojo sur la particularité du travail qu'elle organise autour de LinkedIn. Donc, on va d'abord, dans cette formation, clarifier sa stratégie de recherche, clarifier sa stratégie. On va ensuite travailler sur l'outil LinkedIn à travers sa notoriété, non seulement pour trouver des missions, mais aussi pour être trouvé, et également utiliser LinkedIn dans la recherche de contacts de missions. Et enfin, on terminera sur la capacité de développer, de fertiliser le réseau LinkedIn qu'on peut développer à travers la recherche également de clients. Alors, Tojo, peut-être que tu peux dire deux mots sur même peut-être trois, allez, soyons fous, sur la partie LinkedIn qui, à travers les 4 demi-journées qui sont elles aussi en ligne, il y en aura 2 qui seront consacrées à l'utilisation, notoriété et utilisation de LinkedIn. Tout à fait. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tojo Andrianteno. Je m'occupe du marketing digital chez Lume et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans la formation Trouver une mission, donc durant 2 demi-journées, sur la partie comprendre et maîtriser LinkedIn, donc les bonnes pratiques de l'outil, la maîtrise des usages, optimiser votre profil, donc comment être bien visible sur LinkedIn. J'aime dire que c'est une plateforme qui est le marketing de soi-même. Bon, on verra tout ça ensemble. Définir un plan d'action et des objectifs. Donc pourquoi utiliser LinkedIn et vers quel but on utilise cet outil. Améliorer donc votre visibilité, développer aussi votre réseau avec des contacts utiles, pertinents et les personnes clés. Il y a beaucoup de choses à voir sur LinkedIn, donc 2 demi-journées très intéressantes, je l'espère, avec moi. Voilà, merci Tojo. Une petite précision, les dates qui sont inscrites là sur la deuxième bloc que vous voyez sont pas les bonnes, si je puis dire. Hein. Le deuxième bloc, en fait, a lieu début juillet, les 4 juillet, 5 juillet, 6 juillet, 12 juillet. Troisième
Troisième parcours de formation, on l'a intitulé « Gagner une mission de management de transition ». Toujours le même principe, 4 demi-journées en ligne, mais cette fois, on va partir de choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire qu'on va construire une offre de service à partir d'un choix de mission que les personnes qui participeront à cette formation choisiront en amont de la formation et donc se prépareront comme si, quelque part, ils avaient trouvé une mission et ils vont donc, derrière ça, préparer un contact avec le client dans tout le déroulé de ce qu'il se passe concrètement lorsque vous êtes quelque part retenu pour une mission. Donc, vous allez d'abord, en amont de cette formation, choisir parmi une palette de missions de l'une, celle qui vous correspond le plus. Et puis, vous allez identifier dans votre parcours professionnel, là aussi, toujours le même principe, des preuves qui vont rassurer le client comme quoi vous êtes apte, que vous avez un historique, que vous avez une expérience de la problématique qu'il a à gérer. Et puis, on aura aussi à travailler très concrètement les derniers contacts avec le client. C'est pour ça qu'on l'a appelé « gagner une mission », parce que c'est dans le sprint final où on se retrouve à 2 ou 3 face à un client, où on a donc un pitch adapté à réaliser face au client. Donc, on travaillera. Et on travaillera enfin, bien évidemment, l'entretien lui-même en faisant, là aussi, des simulations. Donc, 4 demi-journées, toujours en ligne, toujours dans des logiques extrêmement concrètes de partage d'expérience et d'amélioration de sa performance face au client. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a une logique totale dans ces parcours, entre d'abord la proposition de valeur, ensuite trouver sa mission, puis gagner sa mission. Voilà ce que je peux dire maintenant. Maintenant, on aura peut-être l'occasion de revenir par vos questions dans le contenu de ces formations. Merci beaucoup, Bruno. Alors, effectivement, il y a une erreur qui s'est glissée dans les dates. Comme vous voyez, c'est les mêmes dates sur la première formation que la deuxième. Donc, ça, c'est mea culpa. C'est moi qui ai fait l'erreur. Mais évidemment, vous avez les dates sur le site et je mettrai à jour ces informations-là pour vous les communiquer. Ne vous inquiétez pas. Autre parcours de formation que nous avons développé avec la communauté, c'est réussir sa mission. Et cette formation est dispensée par Frédéric. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de cette formation et nous dire aussi qui tu es? Oui, bonjour, merci Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric Verbruge, je suis manager de transition en direction générale depuis maintenant 6 ans. Et chez LUM, je suis chargé de l'animation du club des managers, de la gestion du parcours de formation et de l'accompagnement des managers en mission. Réussir sa mission, c'est évidemment très important pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est quand même payé pour ça. Et la deuxième raison, c'est que c'est la meilleure manière de rebondir sur une prochaine mission, puisque le management de transition est un petit monde où on connaît effectivement les uns et les autres, et le bouche à oreille joue énormément. Donc quand on réussit les missions, eh bien, on a quand même beaucoup plus de chances d'être proposé pour de futures missions. Alors, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de proposer cette formation? C'est les échanges que nous avons eus entre managers. Nous avons les uns et les autres réalisé un certain nombre de missions. Certaines se sont très bien déroulées, d'autres moins bien. Et on a essayé, grâce à l'organisation de LUM qui propose aux managers qui le souhaitent de travailler sous forme de laboratoire, on a essayé de disséquer ce qui fait finalement la réussite d'une mission et ce qui peut entraver cette réussite. Et c'est ça qu'on souhaite partager avec vous, qu'on vous propose de partager avec nous au cours de cette formation. Nous avons conclu que pour réussir une mission, il y avait 3 ingrédients majeurs. Le premier, c'est évidemment l'expérience et l'expertise technique des managers pour faire face aux problèmes posés. Donc ça, on présuppose évidemment que
les managers ont toute l'expérience et les compétences pour adresser la mission. Mais il y a deux autres ingrédients qui sont très importants. Le premier, c'est de bien appréhender le travail en mission. Travailler en mission, c'est une logique particulière qui est différente du travail salarié. Et il est très important que, notamment pour les nouveaux managers, qu'on appréhende bien les différentes phases d'une mission, qui commence par la rédaction d'une lettre de mission au début, et cette lettre de mission est clé parce que c'est ça qui détermine finalement les engagements des uns et des autres. Il y a une phase de diagnostic, il y a une phase opérationnelle d'exécution de la mission, et il y a une phase de transmission. Toutes ces phases nécessitent effectivement d'être bien maîtrisées pour que la mission se déroule de façon très harmonieuse, et c'est ça que nous allons traiter dans la première demi-journée qui se passe en visio, qui aura lieu le 27 juin prochain. Au cours de cette demi-journée, on décortiquera effectivement les différentes phases de la mission et on regardera ensemble quelles sont les alertes que l'on peut sentir quelquefois en mission et qui nous font dire que quelque chose pourrait rendre les choses un peu difficiles, pourrait présenter des risques de dérapage de la mission, et donc on va essayer effectivement de bien appréhender cet élément-là. Le troisième ingrédient, après l'expertise et le travail en mission, le troisième ingrédient qui est déterminant pour réussir une mission, c'est de bien maîtriser l'aspect contextuel de la mission. En effet, une mission de management de transition se déroule toujours dans un certain contexte d'urgence, parfois dans un contexte de crise ou de réorganisation, et bien souvent dans un contexte où des aspects de communication entre les services, entre les personnes, ou des aspects de management sont un peu dégradés. Et donc le manager de transition, qui est à la fois externe à l'entreprise, mais également très interne, puisqu'il a un rôle pleinement opérationnel, doit, pour réussir sa mission, adopter la bonne posture, trouver le bon équilibre entre sa position d'intervenant externe qui apporte un regard neuf et le fait de réaliser concrètement les travaux qui sont prévus pour bien réaliser sa mission. Donc, ce manager doit avoir, selon nous, un certain nombre d'armes dans sa besace. Parmi ces armes, beaucoup font appel aux techniques de négociation, parce qu'effectivement, au-delà de délivrer le travail attendu, le manager doit bien souvent être en situation de quasi-négociation permanente avec le donneur d'ordre, avec les équipes, doit être en position de résister aux différentes influences, mais également d'avoir soi-même une certaine influence sur l'évolution des choses. Donc, tout cet aspect, je dirais, lié au contexte de la mission et à la posture du manager de transition, c'est un aspect important que nous voyons au cours d'une journée qui est en présentiel cette fois-ci, journée qui est pilotée par notre partenaire Time to Pitch, avec un spécialiste de la négociation, avec lequel nous avons travaillé pour adapter vraiment cette formation au métier très particulier du manager de transition. Voilà, donc ces formations se déroulent le 27 et le 28 juin, 3 demi-journées. Première demi-journée consacrée à la compréhension du rythme de la mission, et deuxième et troisième demi-journée consacrée aux techniques de négociation et d'influence adaptées aux missions de management de transition. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce chapitre, et Aurélie, je te repasse la parole. Merci Frédéric, formation passionnante. Alors, avant de passer la parole à nos managers pour témoigner, et en particulier à Hubert, on voulait justement savoir quelles étaient les difficultés les plus importantes que vous rencontriez. Et donc, on vous propose un petit sondage. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, soit pour démarrer votre métier de manager de transition, soit pour trouver la nouvelle mission quand vous êtes en période d'intercontrat, soit autre chose que vous pourriez nous dire sur ce sujet. Donc, j'espère que vous voyez bien le sondage. Oui, ça commence à remplir. On va vous donner un petit peu de temps. Vous pouvez choisir plusieurs
plusieurs items. Donc là, ça ne bouge plus. Je pense que tout le monde a voté. Ah non, ça bouge encore. Ah. On se démarque assez fortement rencontrer des clients potentiels. Bah oui, ça, c'est vrai que c'est la difficulté numéro 1, c'est de pouvoir être en face d'un client. Suivi ensuite par se présenter. Et je vous comprends parce que comme c'est déjà difficile de rencontrer quelqu'un, bah, faut pas rater le coche au moment où on se retrouve devant. Convaincre en rendez-vous. Et ça, c'est le 3e. Et ensuite, on a trouvé la bonne posture en mission et trouver de bons outils de diagnostic également sur la partie donc RSE. Merci pour votre participation. On a un dernier petit sondage à la fin, donc ne partez pas. Et sans plus attendre, je vais vous partager donc le témoignage de Eric et Christian par rapport à ces formations. Et puis ensuite, on donnera la parole à Hubert. Alors, j'ai juste une petite manipulation à faire. Et je lance. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Je suis Eric, manager de transition depuis 2015 environ, commercial de métier à l'international dans des secteurs du luxe, des accessoires de la personne, de la décoration, de la maison, et donc féru d'interculturel. Si, j'ai touché. Attention, alors on n'a plus de son. Voilà. Évidemment, ça marchait très bien. Et puis, c'est au moment où on en a besoin que ça marche moins bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. C'est bon? Pardon.
Donc, on remercie Eric et Christian qui font donc partie de la communauté, qui ont accepté de faire une interview off pour pouvoir participer à ce webinaire de ce matin. Mais on a une chance incroyable, c'est que Hubert est avec nous. Alors, il faut quand même savoir que Hubert est le premier manager de la communauté, que c'est un manager qui a beaucoup d'expérience. On va dire que toi, tu as vu toute la progression des programmes de formation de LUM depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, on est super content que tu sois là, Hubert, avec nous ce matin pour nous parler de ces formations et de ce qu'elles t'ont apporté, toi qui es un manager averti. Merci. C'est un peu gênant. Maintenant, j'espère que je vais être à la hauteur de ta présentation, de ton introduction. Donc, moi, je m'appelle Hubert Loyer-Prévost. Je suis ingénieur de formation. J'ai effectué toute ma carrière dans l'industrie et je ne regrette pas. J'adore ce milieu-là. J'ai été dans les grands groupes, j'ai été entrepreneur et je suis manager de transition depuis une quinzaine d'années, avec beaucoup de missions à mon actif, mais j'ai commencé tout petit et tout doucement. Mes intermissions du début étaient beaucoup plus longues que mes missions, et heureusement maintenant c'est le contraire parce que je gagne en expérience et en notoriété auprès des différents cabinets, en particulier l'UM, qui est le cabinet auquel je suis le plus attaché, Aurélie. Alors, Ah, on t'entend plus, Hubert. Je fais tomber le cœur d'Internet aussi. Ah. Hubert revient. Bon, eh bien, nous avons perdu Hubert. Quel dommage, au moment où... Ah, le revoilà. Hubert, est-ce que tu nous entends? je vous entends, moi. Oui, je vous voilà, entends. donc on ne t'entendait plus. Voilà. D'accord. Donc, les formations que j'ai suivies chez Louis Manager, c'était d'abord comment gérer les profils complexes et les situations complexes avec des gens d'ADN, Agence des négociateurs, que j'ai trouvé passionnant. J'ai suivi peut-être trois, mais je crois deux sessions. Et il se trouve que j'étais en mission lors de la deuxième session et j'étais en train de fermer, ma mission c'était de fermer un site. Et je me trouvais dans une situation dont je n'arrivais pas à me sortir parce que j'avais en face de moi des représentants du personnel qui ne représentaient rien du tout, donc ils n'avaient pas la confiance du personnel. Et du coup, je ne savais pas avec qui négocier. Et dans cette formation, et en discutant aussi avec d'autres managers de Loin Manager qui avaient suivi la formation avec moi, et en particulier avec Eric, d'ailleurs, Eric Lahur, j'ai, en réfléchissant, imaginé une solution qui était d'aller chercher quelqu'un qui ne faisait pas partie des représentants, mais qui était très influent, et je l'avais plus ou moins cerné sa personnalité. C'était pas un pervers narcissique, mais enfin un peu narcissique quand même. Et je lui ai proposé de négocier avec lui, mais aussi avec les autres, et en une journée, ça a été réglé. Donc, bon, pour vous donner un exemple directement de la formation à l'application. Alors, cette formation-là est passionnante. Elle a, comme je pense comme d'autres formations, elle revêt la nécessité d'être pratiquée souvent. Et moi, je ne trouve pas que des fermetures de sites, heureusement, dans mes missions. Je n'ai pas toujours en face de moi des personnalités très complexes et je dois dire que je me rouille un peu. Mais Laurent Combalbert a écrit des bouquins que je relis de temps en temps pour me rattacher à la même. La deuxième formation que j'ai suivie, c'était RSE. Et je suis, bon, évidemment, personnellement déjà attentif
cette nécessité de respecter et l'environnement et les personnes. D'ailleurs, ça procède de la même sensibilité. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là encore, j'ai été amené à appliquer le diagnostic RSE dans une mission. J'ai trouvé ça simple, naturel, et j'ai réussi à le partager avec les gens de cette mission. Alors, la mission n'a pas duré assez longtemps pour que j'implémente le parcours et notamment les plans d'action, mais j'ai délivré les plans d'action à la société. Je ne suis pas sûr parce que j'avais choisi une personne, m'étais mis d'accord avec une personne de cette entreprise pour qu'elle prenne en charge ça, et elle est partie 6 mois après moi. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est un outil, cette formation, ce diagnostic, c'est un outil extrêmement puissant, sachant que dans les missions, moi je fais plutôt de la restructuration, donc des situations d'urgence. En face de moi, j'ai des gens dont c'est absolument pas la priorité. La priorité, c'est le cash, c'est redresser, éviter de déposer le bilan, ou au contraire, quand on a déposé le bilan, redresser l'entreprise. Donc, la RSE, c'est tout à fait secondaire pour eux. Et il s'agit de leur montrer, comme le disait d'ailleurs Eric tout à l'heure, que ça n'est pas du tout handicapant dans une démarche de redressement que d'appliquer ça, et que ça va dans le bon sens. J'ai un exemple là aussi dans une autre mission où c'est dans une fonderie dans laquelle je suis retourné d'ailleurs et je travaille actuellement, une fonderie qui, sur le plan de l'environnement, avait tout faux. Il rejetait à la Seine des mètres cubes de saloperie, et depuis des années, voire des dizaines d'années, et il n'avait rien fait. Ils étaient dans une très très mauvaise situation financière, ils perdaient 1 million d'euros par mois. Et moi, je leur ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Si depuis 10 ans, on avait mis 50 000 euros par an, ce qui est absolument rien par rapport à nos pertes, si on avait mis 50 000 euros par an depuis 10 ans, on aurait déjà dépensé 500 000 euros et on aurait pu faire quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et finalement, ça a entraîné, au-delà de l'effet, de l'impact positif que ça peut avoir sur l'environnement, en l'occurrence, ça a un impact positif sur la communauté, sur les gens. Ça leur donne une motivation commune qui, dans ces cas, dans ces situations j'allais dire de chaos, enfin en tout cas de grandes difficultés et de situations incertaines de l'entreprise, donne un objectif commun et donc rapproche les gens. Et de ce point de vue-là, encore une fois, ce n'était pas une très très grande action, mais c'était une action qui allait dans le bon sens. Et d'ailleurs, je suis très content de voir que 3 ans après, quand je suis revenu dans cette entreprise, tous les rejets sont maîtrisés, et les principaux sujets liés à l'environnement sont en cours de maîtrise. Voilà ce que je peux dire sur mon expérience des formations de Lean Manager. Merci Hubert. Alors évidemment, Hubert a participé à nos labs, et notamment le fameux lab anti-dérapage dont parlait Frédéric, et qui fait partie aussi de sa formation, pour justement nous faire bénéficier de son expérience quand les choses ne se passent pas comme c'était prévu et qu'il y a des tensions qui se créent et qu'on se dit « oups, si je ne fais pas quelque chose… » Ouais, on en a vécu. Alors, il y a un certain nombre de questions. Avant de passer aux questions, on a un dernier petit sondage pour vous, après vous avoir à la fois présenté les formations et puis vous avoir présenté aussi les témoignages. Et ce dernier sondage
c'est de savoir quelle est a priori là où les formations, quelles sont les formations qui répondent le mieux à vos besoins. Donc, vous avez plusieurs choix, évidemment. Vous pouvez mettre plusieurs choix, donc construire sa proposition de valeur, trouver une mission, gagner une mission, réussir sa mission ou devenir un manager de transition ou une manager de transition à impact. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ah, il y a des ex-aequo dans les résultats. Donc, sans surprise, par rapport notamment au sondage précédent, il semblerait que trouver une mission soit en tête des formations qui répondent à vos besoins. Suivi juste derrière et de manière identique, construire sa proposition de valeur et gagner une mission de management de transition. Ensuite, devenir un manager de transition à impact. Et évidemment, alors ça c'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup de managers, la moitié des managers sont débutants, donc n'ont pas encore vécu la mission, réussir sa mission de management de transition qui représente quand même 30% des formations qui répondent aux besoins. On imagine que c'est surtout les managers confirmés qui ont dû répondre sur ce sujet. Ce que je vous propose maintenant, parce que c'était aussi l'objectif de la matinée, c'était de laisser suffisamment de temps pour les échanges et pour les questions. Et il y a pas mal de questions qui ont été mises dans le chat pendant qu'on parlait. Donc, je vais les lire et puis si vous en avez d'autres et si vous voulez éventuellement qu'on vous donne la parole et les dire en vrai, vous pouvez lever la main. Donc, la première question, quelle est la différence de vos formations avec la formation proposée par l'IFMT? Alors, l'IFMT, c'est une formation que j'ai moi-même suivie à l'époque où c'était à Dauphine. C'est une formation qui se déroule sur 13 jours. C'est une très, très bonne formation pour apprendre des techniques de gestion de projet en situation d'urgence, des techniques de gestion de crise, beaucoup de choses de cet ordre-là où on apprend des techniques qu'on peut apprendre d'ailleurs dans les MBA ou dans d'autres formations supérieures. Elle est moins axée sur la partie recherche de missions, trouver des missions, propositions de valeur, parce qu'il n'y a pas le temps suffisant pour pouvoir le faire. Et comme il y a quand même un volume de candidats, enfin d'étudiants important, on ne peut pas rentrer dans le détail des pitchs, tester les pitchs comme on le fait avec Bruno. Et quand on a créé ces formations, on avait quelques managers, dont moi-même d'ailleurs, qui avaient fait l'IFMT. Et donc, on est très complémentaires à ce qui est sujet très important concernant la RSE n'existe pas à l'IFMT. Donc, ça, c'est vraiment à part. Et sur la réussir sa mission, ça, c'est vraiment issu de nos expériences. Et c'est une formation aussi très particulière qui prend en considération des moments très particuliers partagés par nos managers. Et voilà, c'est du vécu. La RSE, une demande de mission. La RSE, une demande de mission de management de transition par les entreprises aujourd'hui ou principalement du conseil. Alors, est-ce que c'est plutôt du conseil ou du management de transition, si je retraduis la question? Alors, je dirais les deux parce que il y a effectivement des entreprises qui vont solliciter des entreprises de conseil, notamment pour faire des bilans carbone et pour définir une stratégie. Nous, on va plutôt se situer dans, OK, on a fait une stratégie, mais globalement, comment je fais, moi, entreprise, pour me transformer? Et ça, c'est pas du conseil, c'est du management de transition, puisque par définition, les managers, ils font. Donc, certes, il y a un diagnostic, comme on le fait en management de transition. Il y a une analyse et un bilan. Mais ce qui est surtout important, c'est de mettre en place ce plan d'action. Et ça, c'est vraiment le manager qui le fait. Et ça répond vraiment à un besoin des entreprises qui sont souvent perdues en disant « je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi faire ». Donc, et moi, en tant que dirigeant ou dirigeante, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les équipes. Donc, voilà, les entreprises sont perdues. Et c'est vraiment le rôle des managers de transition de mettre en place ces actions et pas du conseil.
question suivante. Quelles sont les fonctions demandées pour les missions? Aurélie, je voudrais juste une chose. Oui. Ajouter une chose sur le RSE, c'est que souvent, moi c'est mon expérience en tout cas, quand on arrive dans une entreprise, les gens ne sont pas sensibles à ça. Donc il faut, la première chose, c'est de les sensibiliser. Enfin, moi, je n'ai rencontré aucune entreprise qui cherchait à... C'est quand on les sensibilise à cette nécessité, c'est à ce moment-là qu'ils découvrent et qu'ils suivent, la plupart du temps, qu'ils suivent ce qu'on leur propose. Alors ça, c'est vrai. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne se mettent pas dans cette démarche. Et effectivement, c'est aussi notre rôle de les acculturer et de leur montrer la voie. Après, on voit depuis le Covid d'ailleurs beaucoup plus d'entreprises et notamment des PME qui sont un peu démunies de venir travailler sur ces sujets d'une manière plus concrète, notamment pour deux sujets très importants, la difficulté de recrutement, parce que les gens ne veulent plus aller dans des entreprises qui n'ont pas de politique RSE, et le fait d'être aussi en dehors des appels d'offres et de ne pas pouvoir répondre à un certain nombre d'appels d'offres. Donc, il y a aujourd'hui des entreprises qui sentent qu'elles prennent beaucoup de risques à la fois pour le recrutement et à la fois pour le business en ne se mettant pas dans une démarche RSE, sauf qu'elles ne savent pas comment faire. Et ça, c'est ce à quoi on répond avec à la fois le diagnostic et le ou la manager qui conduit ce diagnostic et qui met en place cette stratégie. Du coup, la question suivante, c'était quelles sont les fonctions demandées pour les missions de M&D liées à la RSE? Un peu de tout. Un peu de tout. L'idée, c'est de commencer par quelque part. Ça va dépendre aussi de la situation de l'entreprise. Alors, parfois, c'est les RH, parfois, c'est la finance, avec la taxonomie et notamment les différentes directives européennes sur le sujet. Parfois, c'est tout ce qui concerne l'environnement, comme tu disais, Hubert, les entreprises qui, aujourd'hui, nous polluent et qui ne peuvent plus se permettre de faire ce genre de choses. Donc, voilà, il y a vraiment l'industrie, il y a les services, il y a le social, il y a la finance, la gouvernance aussi. Tout ça sont des sujets aujourd'hui qui sont abordés et qui sont demandés par les entreprises. Donc, c'est assez large. Ça, c'est une question pour Bruno. L'ordre proposé de vos formations est-il obligatoire? Alors, si c'est effectivement lié au package, si je puis dire, I Want You, avec les 3 formations, construire sa proposition de valeur, trouver une mission, gagner une mission, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je le redis, il y a une certaine logique dans la construction de ces formations. Donc, c'est vrai qu'il y a un ordre. Maintenant, si un manager de transition estime qu'il a déjà suffisamment d'expérience, mais qu'il ne souhaite faire que gagner une mission parce qu'il considère que son point délicat est plutôt autour de préparer des entretiens, avoir un pitch cohérent et qu'il a un certain nombre de pépites ou de réalisations marquantes, bien évidemment qu'il peut l'effectuer. Il faut qu'il y ait adéquation entre le parcours de la personne et les parcours des formations que l'on propose. Mais, globalement, il y a bien une logique, un ordre de progression dans les 3 formations. Voilà. Sur la RSE, c'est pareil. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà le vernis RSE, qui connaissent très bien l'ISO 26000 et qui ont même déjà fait des missions à impact, évidemment, la première formation n'est pas utile. Mais si par contre, c'est un sujet que vous n'avez pas touché, il est important de faire la première pour pouvoir bien suivre la deuxième. Donc, ça, c'est aussi dans cet ordre-là que ça marche si vous ne connaissez pas encore la RSE. Alors, on va parler argent. Je n'ai pas assez de budget pour tout faire. Sur la base des prix indiqués sur votre site internet, quelle est selon vous la plus importante pour me lancer dans le métier? Donc ça, c'est une question pour toi, Bruno. Alors, oui, c'est une question pour moi en partie. C'est-à-dire que
On peut avoir des personnes qui sont extrêmement sensibilisées aux problématiques de RSE, qui veulent se positionner sur ce créneau-là. Et donc, à ce moment-là, ils iraient davantage dans des formations type RSE que tu animes, Aurélie. Donc, hormis ce choix-là, c'est quelqu'un qui, effectivement, rentre dans le métier et qui a un budget limité comme tout le monde. Le conseil, c'est plutôt de commencer par construire sa proposition de valeur et son offre de service. Hein. C'est clarifier un petit peu l'adéquation, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il sait faire, et puis les besoins du marché, et construire une offre par rapport à ces 3 éléments-là. Merci Bruno. Alors justement, il y a une question sur le CPF pour financer ces formations. Alors, il faut savoir que les formations que nous proposons sont des formations éligibles aux OPCO puisque nous sommes centre de formation Calliope. Par contre, ce n'est pas éligible au CPF puisque nous ne sommes pas référencés au registre RNCP qui s'adresse à des formations certifiantes. Donc ça, ce n'est pas notre modèle aujourd'hui, donc ce n'est pas éligible au CPF, mais par contre, c'est éligible aux OPCO. Et d'ailleurs, juste après, il y a une question sur le Pôle emploi. Toutes les formations qui sont présentées aujourd'hui sont référencées chez Pôle emploi, donc peuvent être financées par le Pôle emploi. Alors, on voit des disparités en fonction des interlocuteurs. Donc, normalement, ça ne peut pas vous être refusé. Si votre interlocuteur chez Pôle emploi vous dit que ce n'est pas possible, il faut revenir vers lui. Et nous, en interne, on peut aussi vous aider à contacter votre contact chez Pôle emploi pour lui expliquer que oui, ces formations peuvent être financées par le Pôle emploi et lui donner des éléments pour ça. Ensuite, si je ne fais que des missions de management de transition, de remplacement, comment vos formations vont-elles m'aider? Frédéric, je pense que c'est une question pour toi. Les missions de remplacement font partie effectivement des missions de management de transition. Enfin, on distingue en gros soit des missions d'intérim management, c'est-à-dire je remplace une fonction vacante pendant une durée déterminée, en attendant que son futur titulaire définitif soit recruté, ou je fais des missions qui sont des missions de projet avec des thématiques spécifiques. Mais dans les deux cas, ce sont bien des missions. Dans les deux cas, ce que je disais tout à l'heure sur la structuration d'une mission de management de transition doit bien être intégrée, parce que même si on fait de l'intérim management, l'entreprise va attendre de nous un certain impact sur son organisation, sur sa structure, sur la mise en place de process. Et donc, il faut bien intégrer ça comme étant vraiment une mission qui a un commencement, qui a une fin et qui doit respecter un certain nombre de phases. Et par ailleurs, le poste étant vacant pour des raisons diverses, le manager de transition de remplacement va être confronté à un certain contexte. Il va devoir s'intégrer extrêmement rapidement dans une équipe. Il va devoir délivrer un certain nombre de choses. Il va devoir transmettre ensuite le flambeau au futur titulaire du poste. Et donc, tout ce que je disais tout à l'heure sur la réussite de la mission s'applique aussi bien sur des missions de remplacement que sur des missions de projet. Hubert, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question? Toi qui as fait tout type de mission. Oui, toutes les missions de manager de transition sont du même ordre. Moi, je suis d'accord avec Frédéric, il faut s'inscrire. La qualité principale, c'est s'inscrire dans une équipe qui ne vous connaît pas, pour lequel quelquefois vous n'avez aucune légitimité parce que vous n'avez pas l'expérience du secteur. Et je dirais le plus important, c'est de donner confiance. Moi, c'est mon obsession dans mes débuts de mission, c'est de gagner la confiance des gens. Or, gagner la confiance des gens, ça prend du temps. Et bien, nous, on n'a pas de temps. Donc, il faut franchir cette étape très délicate, très irrationnelle, enfin, en tout cas, en partie irrationnelle, et le réussir parce que c'est la clé de la réussite suivante. Et que l'on soit en remplacement
justement, en remplacement, c'est peut-être encore plus important parce que on va peut-être remplacer quelqu'un qui est parti et qu'on aimait beaucoup, que les équipes aimaient beaucoup. Donc, on va voir arriver le nouveau avec un peu de prudence, voire de distance. Et donc, il faut gagner la confiance et établir des bonnes relations avec les gens rapidement. Voilà. Et donc, il n'y a pas de mission qui soit différente de ce point de vue. Merci Hubert. Alors, vos formations sont-elles certifiantes? Donc ça, j'ai déjà répondu non, elles ne sont pas certifiantes, mais par contre, à la fin de chaque formation, vous avez une évaluation qui est nécessaire. Et ça, c'est une obligation, ne serait-ce que parce que nous sommes Calliope et pris en charge donc par les OPCO. Cela est-il une valeur ajoutée perçue par les entreprises pour choisir un manager de transition? Alors, je vais vous en parler puisque moi, je suis devant les clients et ils me racontent quels sont leurs besoins. Alors, évidemment, les formations, je dirais, avant d'être chez les clients, ça concerne plutôt les managers pour se donner un maximum de chances d'être justement devant ce client. Mais ce qui va intéresser l'entreprise, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois que le manager est dans l'entreprise. Et là, c'est vrai que quand, notamment, je leur parle de ce qu'on a fait avec le lab antidérapage, des formations qu'on a mis en place sur la négo, etc., ça rassure énormément les clients de savoir que les managers qui vont venir travailler chez eux maîtrisent ces outils, sont avertis que les choses peuvent être parfois un peu compliquées et donc ont les outils nécessaires pour pouvoir y faire face et donc sont rassurés sur le fait que la probabilité pour que la mission arrive à ses fins et que les objectifs soient rendus est assez forte. Après, la RSE, c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, puisque ça commence à devenir une préoccupation importante pour elles. Donc, la réponse, c'est oui. Alors, autre question. Bonjour. Après les formations dont vous venez de parler, et pour un manager de transition débutant, combien de temps faut-il en moyenne pour trouver sa première mission par rapport à vos 8 ans de recul avec l'UM? C'est une très bonne question. Donc ça, c'est... alors, on n'est pas des magiciens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir que vous allez avoir une mission tout de suite, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, c'est pour maximiser vos chances de trouver d'abord un client à qui vous allez pouvoir parler. Donc, nous, par exemple, chez LUM, les managers ont tous rencontré un client à 98%. Donc, c'est de pouvoir rencontrer ce client, de pouvoir faire une très bonne impression et donner confiance. Ça, c'est le travail qui est donc fait avec Bruno. Parce que comme on l'a noté tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de moments où on est justement face à un client, donc il ne faut pas se rater. Et donc, de cette préparation va être complètement lié le fait de prendre du temps pour gagner une mission ou la gagner rapidement. Et je vais vous donner un cas très intéressant qui est notamment celui de Christian, et Bruno peut en parler également, que vous avez vu dans l'interview. Christian avait beaucoup de mal à trouver des missions parce qu'il était sur un secteur réduit qui est la tech. Et donc, on lui a dit, il faut absolument que tu retravailles ta proposition de valeur, il faut absolument que tu retravailles ton positionnement. On a travaillé avec lui d'arrache-pied avec Bruno et l'équipe. Et comme par hasard, 3 semaines après avoir fait tout ce travail, il a trouvé une mission dans un secteur d'activité qui n'était pas le sien, puisque c'était dans l'éducation. Mais sans ce travail, il n'aurait pas fait cette mission. Et donc, il n'aurait pas eu ce contrat. Et peut-être que la mission d'après aurait rajouté du temps à sa période d'intercontrat. C'est pas peut-être, c'est sûr d'ailleurs. Bruno, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Rien à rajouter. Moi, je constate effectivement qu'a priori, ça a une efficacité certaine. Alors après, de répondre à combien de temps précisément on peut trouver pour une première mission. Ce que je veux souligner quand même, c'est que il n'y a pas beaucoup de cabinets qui garantissent à 98% une rencontre avec un client. Je le rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent sans doute aussi le marché,
Donc, voilà. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter le fait que le management de transition, c'est un métier qui est assez solitaire en définitive. Et les managers sont bien souvent livrés à eux-mêmes et ils doivent être à la fois leur commercial, leur responsable opérationnel et leur chef comptable, en gros. L'intérêt de ces formations, il est aussi, à mon avis, presque autant que le contenu pédagogique, il est aussi dans le partage, parce que c'est des formations qui sont très interactives entre les participants. Et le fait de pouvoir discuter avec ses pairs, échanger sur sa situation, sur des pistes, sur des réflexions, sur la situation du marché, sur les bonnes opportunités, sur le type d'entreprise à contacter, etc. Je trouve que ça donne évidemment davantage de chances et de possibilités. Et comme le disait Bruno, et là je fais un petit coup de publicité pour l'UM, excusez-moi, mais l'UM Transition a aussi la caractéristique de travailler à partir des managers, à partir de sa communauté de managers, beaucoup plus qu'à partir de CVTech. Donc, dès l'instant où on connaît bien les managers, où on sait quels sont leurs atouts, on sait quel est leur parcours de façon très, très, très intime, on connaît bien leur personnalité, ça ajoute effectivement des chances de réussite. Et je pense que on est dans un marché où il y a beaucoup plus de managers de transition qu'il n'y a d'opportunités de mission. Il faut être bien conscient de ça. C'est un marché qui est déséquilibré de ce point de vue-là. Donc, il faut être les meilleurs, il faut être les plus visibles, il faut être les plus réactifs. Et pour ça, il faut multiplier les contacts, les formations, l'activité sur les réseaux. Et c'est de tout ça dont on parle pendant ces séances de formation. Hubert. Oui, moi je voulais ajouter, là aussi je vais cirer un peu les pompes de un manager, mais moi je connais, donc je fais le métier depuis 15 ans, je connais tous les grands cabinets de management de transition de Paris, enfin, des principales villes et en particulier de Paris. Louer un manager, comme le disait Frédéric, est le seul que je connaisse où il y a vraiment une communauté et que tout est entretenu et c'est la base de notre activité et c'est particulièrement important justement d'échanger, de nouer des relations. Et après ça, on va pouvoir reprendre quand on en a besoin par rapport à d'autres où ce sont en effet une CVTech, une liste de missions et les cabinets essayent de faire le lien le mieux entre les deux, mais ils prennent souvent. On a reperdu Hubert. Bon, ben, c'est pas grave, je vais prendre la suite. Je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet. Donc, effectivement, chez LUM, on a une communauté, comme vous le savez. Ces formations, on les a développées avec la communauté. L'objectif, c'est évidemment de vous rendre, de rendre les managers les plus, comment dire, dans leur meilleure, la meilleure version d'eux-mêmes pour être choisis par le client le plus souvent possible. Et on avait, pour le moment, ces formations étaient exclusivement dédiées aux managers de la communauté. On a décidé aujourd'hui de les proposer à des managers qui ne sont pas de la communauté. Et pour nous, ben voilà, ça fait sens quand on voit les résultats que ça apporte, ça fait sens aussi d'ouvrir ces formations à des managers qui ne font pas partie de la communauté parce que, pour des tas de raisons, mais qui ont peut-être quand même besoin de ces formations. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'ouvrir ces formations et vous faire bénéficier de toute cette expérience, même si vous n'êtes pas chez nous. Bien évidemment, on aimerait beaucoup que vous soyez chez nous aussi. Alors, Hubert, on n'a pas eu la fin de ton... J'ai pris la suite. Oui, j'ai vu. En fait, j'étais déconnecté. Non, mais je ne ferai que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, que la base et l'originalité positive de Louer un Manager, c'est sa communauté et la façon dont l'équipe de direction de Louer un Manager l'entretient, optimise les relations entre les uns et les autres, forme ceux qui veulent et donc développe, enrichit cette communauté.
Alors, question suivante. Bonjour. Un manager de transition intervient-il en majorité en grande entreprise, en PME? Qu'en est-il du travail avec les startups, en particulier dans la tech? Les managers de transition travaillent avec tout type d'organisation. Petites, grandes, associations, publiques, start-up, pas start-up, grands groupes. Les managers de transition ont cette capacité de pouvoir travailler partout. Alors, chez LUM, on aime beaucoup les PME, les entreprises à taille humaine, les ETI, bien qu'on ait un certain nombre. Là, on a d'ailleurs un panel de managers qui sont issus des grands groupes et qui peuvent en témoigner, mais qui ont fait aussi beaucoup de missions dans des entreprises parfois toutes petites. Uber, je crois qu'une fois, la première mission, c'était une entreprise où ils étaient 2. Donc, l'émission, c'est de 2 à 5 000 personnes. C'est ça. Donc, voilà, tout est possible. Et on fait aussi dans les associations, donc tout type d'organisation. Aidez-vous les managers de transition à trouver des clients et si oui, comment? Bruno. Alors, juste chez LUM, je vais te laisser répondre pour la formation. Chez LUM, oui, puisque les managers de la communauté, c'est aussi notre mission à nous, équipe de LUM, de faire en sorte qu'ils aient des missions. Donc, pour les managers de la communauté, oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais c'est très bien. Il y a la communauté LUM. Les LUM, elle n'est pas exclusive, hein, parce que je vois que la même personne a posé une question sur les managers sont-ils attachés exclusivement à la communauté LUM? Non, pas du tout. Hein. En tant que manager, Hubert, Frédéric ou moi-même, on a eu des missions via d'autres cabinets que LUM. Donc on est totalement libre d'aller chercher, et heureusement d'ailleurs, des missions sur l'ensemble du marché. Alors on l'aide, il y a eu des témoignages qu'on a entendus. Hein. Moi, je ne peux pas dire autre chose que la meilleure des réponses par rapport à ça, c'est les témoignages de managers qui estiment avoir eu un sérieux coup de pouce à travers les formations qu'on a pu faire aussi bien à l'intérieur de LUM auparavant que l'on propose maintenant. C'est-à-dire, bah oui, s'il n'y a pas de réalisations marquantes qui sont identifiées, pas de pépites, ce que j'appelle les pépites, on n'a pas de preuves. Donc, on est dans une logique, on est face à un client où on fait une déclaration d'amour en disant « je suis un bon manager, j'ai eu de très bons résultats ». Mais ça ne convainc personne. C'est des preuves d'amour qui vont le convaincre. Et les preuves, c'est les pépites. Donc, la réalisation et le travail sur identifier ces pépites, les structurer pour pouvoir mieux les présenter et les vendre, et donc se vendre pour un client est essentiel. Donc, je pense que oui, on aide les managers à trouver des clients et des missions. Le comment, c'est les formations. À travers la communauté, c'est non seulement LUM en tant que cabinet, mais c'est aussi la communauté des managers de LUM qui aide. Il y a eu un certain nombre de missions qui ont été trouvées par les managers eux-mêmes pour d'autres managers. Donc, la vie de la communauté fait aussi quelque part qu'il y a des choses qui se partagent. Et c'est vrai que c'est aussi l'apprentissage, les bonnes adresses, les missions. Voilà, ça fait partie de la vie de la communauté. J'ai fait une mission pour un autre cabinet. Et au cours de cette mission, tu t'en souviens Aurélie, j'avais besoin d'un DSI pour installer un ERP, j'ai été le chercher chez LUM. Absolument. Juste pour compléter sur le fait de trouver des clients mission et si oui, comment. Alors, la formation qui est trouver une mission et gagner une mission vous donne des clés pour trouver vous-même et gagner ces missions, puisqu'il y a quand même un certain nombre de missions que les managers trouvent par eux-mêmes. Ça fait partie aussi de la manière de travailler. Et chez LUM, on a des managers qui travaillent pour les missions de LUM. On a aussi des managers qui travaillent pour leurs propres missions ou des managers qui travaillent pour des missions de cabinets confrères. Ce qu'on essaye de vous apporter, c'est, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes face à un client potentiel, que vous puissiez transformer cet entretien en mission. Que ce soit avec nous, que ce soit seul ou que ce soit avec
un autre cabinet. Ça, c'est vraiment notre objectif à travers les trois formules que propose, les trois modules que propose Bruno dans le parcours à Iventure. Alors, je n'ai pas encore décroché ma première mission, mais suis allée jusqu'à un entretien avec le client via un cabinet de management de transition. Je n'ai pas réussi à rassurer le client qui s'est inquiété sur ma capacité à me positionner vis-à-vis de mes pairs RH. Quelle formation réaliser? Alors, je vais laisser Bruno et Frédéric répondre parce que je pense que là, ça concerne deux sujets. C'est difficile de vous répondre directement sans redire un petit peu ce qu'on a dit précédemment, ce que je dis précédemment, c'est-à-dire qu'il y a un peu une logique, même si vous êtes arrivé jusqu'à un entretien client, et tant mieux, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça de ces opportunités, il faut le savoir, et vous le savez sûrement. Donc je suppose que vous hésitez éventuellement entre construire votre proposition de valeur et de service ou bien gagner une mission directement, puisque c'est sur la fin des choses que vous vous posez la question. Je pense que vous avez raison de vous poser la question. Maintenant, je ne peux pas répondre à votre place, puisque quelque part, ça dépend si vous avez fait le travail d'identifier vos pépites, si vous avez fait le travail d'être très clair sur les missions que vous voulez, si vous avez un profil LinkedIn qui est clean, qui est clair, qui va dans le sens de ce que vous recherchez, etc., etc. Ça, je ne le sais pas. Donc, si vous voulez, c'est difficile de répondre dans l'abstrait. Et donc, j'aurais tendance plutôt à dire, écoutez, repartez peut-être à la base, qui est de se dire, construisons déjà une offre une proposition d'offre. Vous aurez toujours l'opportunité de voir comment on peut vous aider à gagner une mission. Voilà, de mon côté, ce que je dirais. Ouais, il y a aussi une question de connaître la posture du manager de transition, et ça, c'est dans le giron de Frédéric. Oui, alors c'est une question qui est posée par Stéphanie, que je salue au passage, parce que je la connais. Oui, je crois qu'effectivement, le sujet, il est bien d'aborder cette phase de recherche de mission en ayant bien travaillé son offre de valeur et en ayant la posture qui convient. Puisque il faut bien comprendre que le client, à un moment donné, recherche de façon urgente quelqu'un qui va lui solutionner le plus rapidement possible le problème qu'il expose. Et donc, il faut effectivement faire l'effort quand on n'est pas un manager quand on débute dans le management de transition, il faut se débarrasser d'un certain nombre d'oripeaux classiques du salarié. Et il faut déjà bien comprendre qu'on ne se présente pas devant le client dans la même situation qu'un salarié qui recherche une embauche. On doit se présenter comme étant une personne qui offre des services qui répondent aux besoins exacts du client. Donc, par exemple, et ça c'est Bruno qui traite ça dans ses différents modules, on ne présente pas un CV classique pour remporter une mission. On doit retravailler complètement son CV, l'agrémenter en fonction du travail qui aurait été fait avec Bruno pour mettre en évidence l'expérience qui correspond pile poil à ce que le client attend. Il faut qu'on puisse rassurer le client. Hubert le disait, un des enjeux majeurs du manager de transition, c'est d'inspirer confiance. Et la confiance, elle commence à se nouer dès le premier contact avec le client. Donc le client doit être persuadé que le manager qu'il rencontre est bien celui à qui il va attribuer une certaine confiance pour dérouler sa mission. Donc il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de travail sur la posture qui doit être très très différente d'une posture de salarié qui cherche un job et qui a un entretien classique. Et donc tout ça, au fur et à mesure des formations que dispense Bruno, au fur et à mesure des échanges avec les autres managers de transition, c'est quelque chose qu'on finit par intégrer. J'ai été moi-même, quand j'ai démarré dans le management de transition il y a 6 ans, j'ai commis aussi un certain nombre d'erreurs dans mes premiers entretiens parce que je n'avais pas la bonne attitude. J'ai essayé de me vendre
pour ce que j'étais avant. Et je n'avais pas réalisé que j'étais en train de changer de métier. Et pour changer de métier, ben, il faut apprendre ce nouveau métier. Et tout ce qu'on vous propose avec notre parcours de formation, c'est de vous aider justement à franchir ce cap. On ne va pas vous apprendre votre métier de DAF, de DRH ou de DSI. Ça, c'est un métier que vous avez. Par contre, on va essayer de vous faire gagner du temps pour avoir la bonne attitude, les bons réflexes, le bon positionnement, la bonne posture vis-à-vis des clients. Je voudrais ajouter une chose sur ce que dit Frédéric, c'est que on l'a beaucoup dit ce matin, mais le management de transition, c'est un vrai métier. Moi, j'ai fait les 2 erreurs qu'un manager de transition ne doit pas faire. C'est 1, racheter l'entreprise qu'on est en train de redresser, et 2, se faire embaucher par l'entreprise dans laquelle on est manager de transition. Et ben, dans les 2 cas, c'est une erreur. Parce que bon, on entend souvent, moi je fais de la... je rencontre des postulants à l'OM Manager, hein, et il y en a plusieurs qui disent ben, je fais ça, j'hésite entre chercher un nouveau job et être en CDI et faire des missions de management de transition, mais peut-être que finalement, en faisant une mission, je me ferai embaucher. C'est un mauvais calcul. C'est parce que, comme le disait Frédéric, ce n'est pas la même attitude. Quand on est en CDI, on gère sa carrière et pas du tout, enfin, c'est pas du tout négatif ou méprisant ce que je dis, mais il faut gérer sa carrière. Alors que quand on est manager de transition, on a un objectif court terme et il faut le réaliser. Merci Hubert. Alors, question suivante. Combien de managers êtes-vous dans la communauté? Donc aujourd'hui, on est à peu près une 50aine de managers sur des fonctions très différentes. Donc on a toutes les fonctions du CODIR avec des expériences dans différents secteurs d'activité. Et la particularité chez LUM, et vous l'aurez compris, c'est que le fait de travailler notamment sur ces parcours de formation avec Bruno, avec Frédéric, les labs et les échanges que l'on peut avoir fait qu'on arrive à faire travailler des managers de transition chez LUM qui, dans des secteurs d'activité ou dans des missions dans lesquelles ils n'auraient jamais travaillé si on n'avait pas justement pu aborder avec eux quels étaient leurs atouts, leurs forces, les situations sur lesquelles vraiment l'adéquation entre le besoin du client et ce que peut apporter le ou la manager était en parfaite adéquation et donc pouvait faire le job parfaitement bien. Pour vous donner une petite anecdote récemment, c'est assez rigolo. Donc on a une mission qui n'est pas celle de Christian d'ailleurs. On a une mission dans une école pour un poste de direction marketing et avec des besoins techniques assez importants. Et donc, je présente deux managers, une qui est une femme qui a beaucoup de techniques dans le digital et le marketing, et une manager de transition formidable. Et je propose Christian, et qui a en plus une expérience dans l'éducation, et je propose Christian qui n'a pas d'expérience dans l'éducation, mais qui a tout un parcours aussi extraordinaire en termes techniques. Et évidemment, sur le papier, le client me dit, bah, moi, je veux rencontrer la femme, mais je ne veux pas rencontrer le monsieur. Je dis, bah, vous devriez rencontrer les deux, à mon avis, parce que même si monsieur ne vient pas de l'éducation, ça vaut quand même le coup de le voir. Et on a travaillé justement la proposition de valeur de Christian, puisqu'il est dans la communauté. Et c'est Christian qui a été choisi parce que il a capté l'attention du client avec ce qu'il pouvait apporter, avec sa capacité à faire, il a mis le client en confiance parce qu'il s'est vraiment positionné comme un problème solver de sa situation et qu'il pouvait, de par son parcours et peu importe d'où il vient, résoudre cette problématique. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille avec les managers et c'est ce qu'on veut vous faire partager à travers les formations. Bruno. Oui, je voulais juste rappeler deux choses que j'ai oublié de rappeler tout à l'heure. La première, c'est que la formation Construire sa proposition de valeur, son offre de service,
Elle commence dès vendredi qui vient là, 9 h. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent aujourd'hui parce qu'il y a des documents à remplir et à me renvoyer avant le début de la formation. Et ça me permet de faire le lien pour vous dire qu'a priori, il y a assez systématiquement dans les 3 formations, construire proposition de valeur, trouver une mission et gagner une mission, un travail d'intercession et de préparation qui est relativement important pour quelque part qu'il y ait une plus grande fluidité et plus d'échanges entre les personnes durant la dite formation. Voilà. Oui. Et tu as raison de le préciser parce qu'effectivement, la formation de vendredi, je crois qu'il ne reste plus qu'une seule place, donc il faut faire vite. Ah. Donc, on va conclure. De toute façon, on arrive à la fin. Avant de vous quitter, ne partez pas tout de suite parce que j'ai un truc à vous dire important, justement. Donc, comme vous l'avez vu, c'est notre premier webinaire de présentation des formations. Les formations, on les fait depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on les fait pour des managers qui ne sont pas de la communauté. Et donc, on s'est dit avec l'équipe qu'on avait envie de faire un geste pour ces premiers nouveaux managers qui vont faire ces premiers parcours de formation hors communauté. Et donc, on a décidé exceptionnellement pour vous, et rien que pour vous, le dites à personne d'autre, de faire une remise de 10% pour chacun des managers qui a participé à ce webinaire de ce matin sur l'ensemble des formations. Donc, on va vous envoyer un code pour vous inscrire et avec ce code, vous aurez les 10%. Je précise que les formations auront lieu également à la rentrée septembre et on aura plusieurs sessions et que, évidemment, ce code sera toujours valable sur les sessions de septembre si vous ne pouvez pas faire les sessions avant les vacances. Voilà, je crois qu'on a fini, je crois qu'on a tout dit. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On y répondra avec grand plaisir. Je remercie Bruno, Frédéric, Hubert et Tojo qui ont participé ce matin à ce webinaire fort intéressant. Et j'espère à très vite. Très vite. Salut Aurélie, salut Frédéric, salut Tojo. Salut tout le monde. Et au revoir tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à tous.